Rendez vos clés, espèce de dinosaure coûteux. Mon directeur m'a remplacé par un jeune diplômé. J'ai fait tourner cette usine pendant 18 ans. Il m'a escorté dehors comme une criminelle. 3 heures plus tard, toute l'usine s'est arrêtée. Puis mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il a supplié. Je suis parti. Rendez vos passe-partout, Audrey. Nous n'avons plus besoin d'un dinosaure coûteux qui freine cette usine. Garrett n'a même pas eu la courtoisie de le dire en privé. Il se tenait en plein centre de la salle de contrôle principale d'Aero Precision Dynamics, les bras croisés sur sa veste de costume sur mesure, sa voix portant clairement par-dessus le bourdonnement constant de la machinerie lourde. Autour de nous se trouvaient 12 techniciens de quart, des hommes et des femmes que j'avais formés et avec qui j'avais travaillé pendant près de 2 décennies. Ils ont tous arrêté ce qu'ils faisaient, fixant le sol en béton dans un silence inconfortable. Je m'appelle Audrey Miller. J'ai 48 ans et pendant 18 ans, j'ai été la spécialiste principale des systèmes industriels dans cette usine. Je connaissais chaque fil, chaque tuyau, chaque relais et chaque ligne de code à l'intérieur de cette installation de fabrication de 200 000 pieds carrés. Mais pour Garrett, le directeur des opérations de 30 ans qui avait été engagé 6 mois plus tôt avec une nouvelle maîtrise en administration des affaires et une obsession pour la réduction des budgets des départements, rien de mon expérience ne comptait. Votre salaire annuel de 145 000 $ est une relique inutile du passé, a dit Garrett, élevant la voix pour que tout le monde sur le plancher puisse entendre chaque mot. Il a tendu la main vers sa droite et a avancé un jeune homme qui semblait à peine sorti de l'université. Voici Jason Brooks. Jason vient d'être diplômé, premier de sa classe, avec un diplôme en génie logiciel. Il coûte moins de la moitié de ce que vous gagnez, et il sait comment utiliser les logiciels d'automatisation modernes. Quelques scripts Python simples peuvent facilement faire tout ce que vous avez passé 18 ans à faire manuellement. Jason se tenait là, se balançant nerveusement, essayant de paraître confiant dans son polo impeccable et tout neuf. Il évitait de me regarder dans les yeux, gardant son regard fixé strictement sur le sol. Garrett a jeté une petite boîte en carton sur mon bureau en métal. Elle a atterri avec un bruit sourd qui a résonné contre les hautes poutres d'acier de l'usine. Emballez vos affaires personnelles. Votre badge de sécurité est révoqué à partir de maintenant. Rendez vos passe-partout et quittez la propriété immédiatement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas frappé des mains sur le bureau. À 48 ans, la vie vous apprend que crier fait rarement écouter les gens arrogants, surtout quand leur ego fait déjà toute la conversation. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai détaché mon lourd porte-clés principal en laiton et je l'ai posé tranquillement sur le bureau à côté de la boîte en carton. Garrett, ai-je dit, en gardant ma voix basse, stable et complètement calme. Je vais emballer mes affaires et partir, mais avant de m'en aller, vous devez m'écouter très attentivement. Les conduites de pression hydraulique principales de la ligne 4 sont reliées à un pont de contrôle plus ancien. Lorsque le poste de production de l'après-midi de 14 heures commence et que la charge augmente, vous devez exécuter une synchronisation manuelle sur le terminal principal. Si vous n'effectuez pas cet étalonnage manuel avant de passer à pleine vitesse, la pression hydraulique ne s'équilibrera pas correctement. Garrett a rejeté la tête en arrière et a laissé échapper un court rire moqueur. Des synchronisations manuelles? Audrey, s'il vous plaît. Nous ne nous fions plus aux vieilles habitudes superstitieuses par ici. Jason a déjà écrit une routine logicielle automatisée pour gérer les équilibrages de charge en arrière-plan. Vous n'avez pas besoin d'inventer des excuses désespérées pour paraître indispensable en sortant. Il s'est penché, a attrapé mon badge de sécurité sur mon cordon et l'a cassé en deux juste devant mon visage. Nous avons terminé ici, a dit froidement Garrett. La sécurité attend à la porte pour vous escorter. Assurez-vous qu'elle ne prenne aucune propriété de l'entreprise. J'ai ramassé ma boîte en carton contenant une photo de famille, ma tasse à café préférée et un petit carnet, et je me suis retourné. En passant devant mon équipe, aucun d'entre eux n'a parlé, mais leurs yeux étaient remplis de colère et d'une profonde inquiétude. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas plaidé. Je suis sorti sous le soleil éclatant de l'après-midi, escorté par 2 gardes de sécurité, tandis que Garrett se tenait dans la salle de contrôle, complètement convaincu qu'il venait de faire économiser une fortune à l'entreprise. J'ai traversé le vaste parking en béton en direction de ma voiture, portant la boîte en carton qui contenait 18 ans de ma vie. Le garde de sécurité est resté à 5 pas derrière moi jusqu'à ce que j'atteigne mon véhicule, comme si j'étais une criminelle qui pourrait essayer de saboter le bâtiment.
J'ai placé la boîte dans le coffre et je me suis assise sur le siège du conducteur. J'ai fermé la porte, mais je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je suis resté assise dans l'habitacle silencieux, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon esprit a repensé aux années que j'avais consacrées à Aero Precision Dynamics. J'avais commencé à travailler dans cette usine à l'âge de 30 ans. Ma fille n'avait que 5 ans à l'époque, et j'étais une mère célibataire fraîchement divorcée essayant de nous construire une vie sûre. J'ai commencé comme technicienne de ligne junior, travaillant des quarts de nuit épuisants de 12 heures, suivant des cours pour obtenir mes certifications en automatisation et apprenant chaque détail sur le fonctionnement de cette installation. Aero Precision Dynamics était une usine industrielle massive exploitant 4 lignes d'assemblage automatisées à grande vitesse qui produisaient des pièces de châssis critiques pour 3 des plus grandes entreprises automobiles d'Amérique du Nord. Si nos lignes s'arrêtaient, les usines d'assemblage du Midwest s'immobiliseraient en quelques heures, déclenchant des pénalités qui se chiffraient en centaines de milliers de dollars par jour. Pendant 18 ans, j'ai maintenu ces 4 lignes en service sans un seul arrêt majeur non planifié. Mais la compétence discrète est une chose étrange dans la culture d'entreprise. Quand vous faites si bien votre travail que les problèmes n'arrivent jamais, les gens qui ne comprennent pas le travail supposent que le travail est facile. Au cours des 5 dernières années, j'ai été écarté pour des promotions à 3 reprises. La direction a fait venir de jeunes managers beaux parleurs avec des diplômes brillants, me laissant dans la salle de contrôle. Ils m'y ont gardé parce qu'ils savaient que sans moi, l'usine ne pouvait pas fonctionner. Ils me payaient 145 000 $ par an, mais refusaient de me donner une place à la table des décisions. Ce que Garrett et Jason Brooks n'avaient pas réalisé, c'est que notre usine ne fonctionnait pas uniquement avec des logiciels modernes. Elle fonctionnait sur une configuration hybride complexe. L'équipement physique avait 20 ans et fonctionnait avec un ancien système de contrôle et d'acquisition de données. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise avait acheté des automates programmables industriels modernes et les avait installés par-dessus l'ancien matériel pour éviter de dépenser 20 millions de dollars dans de nouvelles machines. L'ancien système hérité et les nouveaux contrôleurs parlaient des langages numériques complètement différents. Il y a 8 ans, après une panne massive du système, j'ai personnellement écrit une routine de microcode personnalisé. Ce code de pont fonctionnait discrètement en arrière-plan, agissant comme un traducteur numérique. Chaque après-midi à 14 heures, lorsque l'usine passait à la production à grande vitesse, la surtension soudaine provoquait un léger retard entre les anciennes vannes et les nouveaux contrôleurs. Mon code personnalisé nécessitait une synchronisation manuelle pour équilibrer les pics de pression en toute sécurité. Sans cette vérification manuelle, le système interpréterait mal la surpression comme une erreur et verrouillerait les conduites hydrauliques pour protéger les pompes. J'avais documenté ce processus dans mes journaux de bord physique. Mais Garrett et Jason avaient rejeté ces journaux comme des déchets obsolètes. Ils pensaient que mon expérience n'était qu'une collection de vieilles habitudes qui pouvaient être remplacées par un gamin écrivant des scripts Python. Assise dans ma voiture, regardant le bâtiment gris de l'usine, une lourde vague de panique m'a envahi. J'ai pensé à mon paiement hypothécaire mensuel et aux frais de scolarité de ma fille. Pendant un instant, j'ai envisagé de retourner à l'intérieur pour expliquer le code de pont une fois de plus. Juste pour sauver mon emploi. Puis je me suis souvenu de la façon dont Garrett avait cassé mon badge de sécurité en 2. Je me suis souvenu du sourire suffisant sur son visage alors qu'il m'humiliait devant mon équipe. J'ai pris une profonde et lente inspiration et je l'ai expirée. La panique s'est estompée, remplacée par une clarté froide. J'avais passé 18 ans à protéger des gens qui tenaient mon travail pour acquis et me considéraient comme jetable. J'en avais fini d'être leur filet de sécurité. Si Garrett croyait que 18 ans de connaissances pouvaient être remplacés en 3 heures, la réalité était sur le point de lui enseigner une leçon très coûteuse. J'ai tourné la clé, j'ai mis la voiture en marche et j'ai quitté le parking sans regarder en arrière. Pendant que je conduisais vers un restaurant à 5 miles sur la route, de retour dans la salle de contrôle, Garrett n'a pas perdu une seule minute. Il était impatient de prouver à la direction supérieure qu'il était un génie financier pour s'être débarrassé de mon salaire. Selon les techniciens de plancher qui m'ont parlé plus tard, Garrett a rassemblé l'équipe de car près du terminal principal immédiatement après que j'ai été escorté dehors. Il s'est tenu à côté de Jason Brooks et a tapoté du doigt sur le moniteur numérique. Il a dit à tout le monde que ce jour allait être un jour record pour Aero Precision Dynamics. Il a annoncé qu'il n'allait pas attendre le changement de car habituel de 14 heures pour pousser l'usine à sa vitesse maximale. Au lieu de cela, il a ordonné à Jason de lancer le cycle d'estampage à grande vitesse de l'après-midi avec 45 minutes d'avance.
À 13h15 précise, Jason rayonnait littéralement de fierté. Il a lancé ses nouveaux scripts Python automatisés sur la console principale, ignorant complètement le gros journal de bord en vinyle noir que j'avais laissé sur le coin de mon bureau. Ce journal de bord contenait 18 ans de notes manuscrites, de tableaux d'étalonnage de la pression et de procédures étape par étape pour maintenir l'équilibre des vannes hydrauliques pendant les cycles à grande vitesse. Pour Jason, ces pages n'étaient que des déchets sans valeur d'une époque révolue. Un de nos techniciens de plancher senior, un vétéran nommé Dave, qui avait travaillé avec moi pendant plus de 10 ans, a remarqué que Jason se préparait à contourner les vérifications de synchronisation manuelle. Dave s'est approché du bureau de contrôle et a essayé d'intervenir. Il a dit à Jason que la ligne 4 était connue pour sa dilatation thermique imprévisible lorsqu'elle était forcée d'accélérer avant l'heure. Dave a expliqué que le fluide hydraulique à l'intérieur du collecteur principal se réchauffait plus vite que le reste du système et que sans une vérification manuelle de l'étalonnage de la pression au tableau de commande, les vannes de pression commenceraient à se battre entre elles. Jason a à peine levé les yeux de son écran. Il a adressé à Dave un sourire condescendant et a dit que les logiciels modernes ne reposaient pas sur des conjectures ou sur les instincts de vieux techniciens. Il a affirmé que son code automatisé était conçu pour ajuster dynamiquement les équilibrages de charge en arrière-plan en temps réel, rendant les vérifications physiques totalement inutiles. Quand Dave a essayé d'insister, l'avertissant que la ligne 4 s'était bloquée des années auparavant avant que mon code personnalisé ne soit mis en œuvre, Garrett est immédiatement intervenu. Garrett s'est approché de l'espace personnel de Dave, a pointé son doigt directement vers le visage de Dave et a proféré une menace claire. Garrett a fait comprendre de manière brutale que mon départ était un message pour toute l'usine. Il a dit à Dave que quiconque remettrait en question l'autorité de Jason ou tenterait de saper la nouvelle stratégie de gestion se verrait remettre une boîte en carton et serait escorté hors de la propriété par la sécurité avant la fin du quart. Cela a fait taire tout le monde. Les techniciens se sont rangés, terrifiés pour leurs moyens de subsistance et leurs familles. Ils sont retournés à leur poste, observant les moniteurs de contrôle avec la peur au ventre, sachant au fond d'eux-mêmes que quelque chose n'allait pas du tout. Ils savaient que Garrett jouait à la roulette russe avec une installation de 20 millions de dollars, mais personne n'a osé dire un mot de plus. Pendant ce temps, à 13h45, je me suis garé sur le parking d'un petit restaurant tranquille sur l'autoroute. Je suis entré, j'ai pris place dans une banquette près de la fenêtre et j'ai commandé une tasse de café noir et un déjeuner chaud. Pendant 18 ans, mon téléphone avait été lié au système d'alerte automatisé de l'usine. Jour et nuit, si un capteur se déclenchait ou si un manomètre grimpait en flèche, mon téléphone vibrait, et je laissais tomber tout ce que je faisais pour résoudre le problème. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. J'ai regardé l'écran un instant, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Puis, d'une main sûre, j'ai ouvert le menu des paramètres, j'ai accédé au réseau d'alerte et j'ai désactivé chaque notification de l'entreprise. J'ai mis le numéro de Garrett en sourdine, bloqué le système de répartition automatisé de l'usine et posé le téléphone face contre la table en stratifie. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Dehors, le soleil de l'après-midi était chaud et brillant. Je connaissais le cycle opérationnel exact de l'usine. Je savais qu'à 14 heures, la ligne d'estampage à grande vitesse tenterait sa transition de charge automatique. Je savais que le logiciel de Jason manquerait la synchronisation héritée. Et je savais que la pression à l'intérieur du collecteur hydraulique de la ligne 4 commençait déjà à grimper vers des limites critiques. J'avais passé près de 2 décennies à stresser pour chaque son que cette machine faisait. Maintenant, je me suis assise dans la banquette du restaurant, j'ai pris une bouchée de mon sandwich et j'ai laissé le temps suivre son cours. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais un sentiment calme et clair d'attente. La réalité suivait son propre rythme, et aucune quantité de jargon d'entreprise ou de promesses arrogantes ne pouvait changer les lois fondamentales de la physique. À exactement 14h15, précisément 3 heures après que la sécurité m'ait escorté hors de la propriété, la faille cachée à l'intérieur du système s'est déclenchée. Sans ma boucle d'étalonnage manuel fonctionnant au changement de quart de 14 heures, le collecteur hydraulique principal de la ligne 4 a commencé à surchauffer rapidement. La température du fluide a grimpé en flèche, provoquant une augmentation de la pression interne bien au-delà des limites de fonctionnement normales. Dans des conditions normales, mon code de pont personnalisé aurait détecté le pic de pression, maintenu les vannes ouvertes pendant 6 secondes et effectué la synchronisation manuelle pour équilibrer la charge sur les lignes de retour secondaires. Mais le nouveau logiciel automatisé de Jason était aveugle aux réalités physiques d'une machinerie vieille de 20 ans. Les capteurs modernes ont envoyé des données à la console,
Mais comme le logiciel ne pouvait pas lire mon code de pont personnalisé, il a mal interprété la surpression soudaine comme un simple flux de données de routine. Le programme automatisé a ignoré les signaux d'alerte et a continué à forcer les pompes hydrauliques à grande vitesse à pousser plus fort, faisant monter la pression de plus en plus haut dans la zone de danger. En 90 secondes, le système a atteint un seuil critique avec une onde de choc métallique assourdissante qui a fait vibrer les vitres de la salle de contrôle. Le collecteur principal de la ligne 4 s'est violemment bloqué. L'arrêt soudain a envoyé des milliers de livres de contre-pression directement dans le système d'entraînement principal. Un énorme engrenage d'entraînement en acier massif s'est cassé net en deux avec un bruit de coups de canon, envoyant de fortes vibrations métalliques à travers le sol en béton. Cette seule défaillance a instantanément déclenché le réseau de sécurité automatisé de l'usine. Conçu pour empêcher une destruction catastrophique, le système de contrôle principal a claqué les vannes d'arrêt d'urgence dans toute l'installation. En quelques secondes, un effet domino en cascade a balayé les lignes 1, 2 et 3. De lourds bras robotiques se sont figés en l'air. Les tapis roulants automatisés se sont arrêtés, et de gigantesques presses hydrauliques se sont bloquées en place. Des sirènes d'avertissement d'urgence aiguës ont retenti dans toute l'installation de 200 000 pieds carrés, projetant des lumières stroboscopiques rouges vives contrôlées au mur d'acier. En moins de 2 minutes, toute l'usine est devenue silencieuse, à l'exception des sirènes hurlantes. Une installation qui produisait des milliers de pièces de châssis de haute précision chaque heure ne générait désormais absolument aucune production. Chaque minute où la machinerie était à l'arrêt coûtait à Aeroprecision Dynamics environ $2000 en main-d'œuvre gaspillée, en expédition retardée et en frais de fonctionnement. Un taux de perte stupéfiant de $120 000 pour chaque heure d'arrêt. Pire encore, nos obligations contractuelles avec les principaux acheteurs automobiles signifiaient que le non-respect des fenêtres d'expédition de plus de 2 heures entraînait des pénalités massives de $10 000 par minute. À l'intérieur du centre de commandement, le chaos absolu a éclaté. Des voyants d'erreurs rouges couvraient chaque écran de moniteur sur la console principale. Des alertes textuelles clignotaient sur les écrans en succession rapide, avertissant de blocages hydrauliques graves, d'arbres de transmission cassés et de panne totale de communication du système. Jason Brox était assis sur le fauteuil de l'ingénieur, son visage complètement vidé de sa couleur. La sueur perlait sur son front tandis que ses mains tremblaient sur le clavier. Il tapait frénétiquement des invites de lignes de commande, essayant d'exécuter des scripts de diagnostic qu'il avait trouvés sur Internet. Dans une panique totale, il a commencé à inonder le terminal de réinitialisation système automatisé, forçant des contournements logiciels jusqu'aux automates programmables industriels sans d'abord purger les vannes de pression physique. C'était la pire chose qu'il aurait pu faire. Inonder un pont de système de contrôle et d'acquisition de données non calibrées avec des réinitialisations logicielles continues a fait supposer aux contrôleurs hérités que le réseau subissait une attaque numérique malveillante. Le vieux matériel a exécuté une séquence de verrouillage dur profond, piégeant les microcontrôleurs des automates programmables industriels dans un mode de verrouillage de sécurité permanent. Jason avait effectivement imbriqué le système d'exploitation central. Les écrans de contrôle sont devenus complètement bleus, affichant un seul message d'erreur système glaçant. Défaillance critique. Récupération manuelle du système requise. Garrett se tenait sur la passerelle métallique au-dessus du plancher de l'usine, agrippant la rampe en acier si fort que ses jointures étaient blanches. Sa veste de costume impeccable était maintenant déboutonnée, sa cravate légèrement de travers et ses cheveux soignés en désordre. Il regardait les vastes chaînes de montage figées où plus de 200 ouvriers d'usine se tenaient en état de choc silencieux. Tous les yeux sur le plancher se sont tournés vers le haut, fixant la passerelle, attendant que le directeur des opérations grassement payait leur dise quoi faire. Garrett les regardait, complètement pâle, paralysé par la peur et la confusion. Malgré toutes ces diapositives de présentation soignées, son jargon d'entreprise et son discours sur l'efficacité moderne, il n'avait pas une seule réponse. Le jeune manager qui s'était tenu si fièrement 3 heures plus tôt, se moquant de mes 18 ans d'expérience et cassant mon badge en deux, se tenait maintenant sur cette passerelle, complètement exposé par la réalité froide et implacable de la machinerie qu'il avait refusé de comprendre. À 15h30, le silence à l'intérieur d'Aeroprecision Dynamics s'était transformé en un cauchemar d'entreprise à grande échelle. Le système de surveillance automatisé de l'usine avait déjà envoyé des alertes critiques directement au siège régional à Chicago, informant la direction exécutive que toute notre production manufacturière était tombée à zéro. Les lignes téléphoniques dans le bureau aux parois de verre de Garrett sonnaient continuellement. Le vice-président de la fabrication régionale appelait toutes les 5 minutes. Et notre plus gros client,
un grand constructeur automobile qui dépendait de nos livraisons quotidiennes de châssis pour faire tourner ses chaînes de montage, menaçait d'annuler son contrat de plusieurs millions de dollars si les camions d'approvisionnement n'étaient pas chargés avant 17 heures. Dans la salle de contrôle centrale, Garrett était en pleine déroute. Son apparence de cadre soigné avait complètement disparu. La sueur trempait le col de sa chemise de luxe. Sa cravate en soie était desserrée et sa voix se brisait alors qu'il criait à Jason Brooks de réparer le système. Mais Jason était assis, figé devant un terminal complètement insensible. Il n'avait plus de script Python. Il n'avait plus de guide de dépannage sur Internet. Il avait verrouillé le pont du système de contrôle et d'acquisition de données si profondément en mode de sécurité que le matériel hérité rejetait activement chaque ligne de commande qu'il tapait. Jason a finalement levé les yeux vers Garrett, le visage pâle et les yeux écarquillés de peur, et a admis la brutale vérité. Il n'avait aucune idée de comment déverrouiller la machinerie manuellement. Il avait passé 4 ans à l'université à apprendre des concepts logiciels théoriques, mais il n'avait aucune connaissance pratique de la manière dont les anciennes vannes hydrauliques industrielles interagissaient avec les ponts de contrôle physique. Il était complètement dépassé, et l'usine perdait de l'argent à chaque seconde qui passait. C'est à ce moment précis que Garrett a réalisé la profondeur du trou qu'il avait creusé pour lui-même. Sa carrière fulgurante, son salaire élevé et sa prime de performance trimestrielle gonflée s'évaporaient tous sous ses yeux. Désespéré, humilié et terrifié par les retombées de la direction. Garrett a sorti son smartphone personnel et a composé mon numéro de téléphone portable personnel. J'étais toujours assise dans la banquette confortable du restaurant local, dégustant une part de tarte fraîche et une tasse de thé chaud. J'avais débloqué son numéro quelques minutes plus tôt, sachant avec une certitude absolue que cet appel téléphonique était inévitable. Lorsque l'écran de mon téléphone s'est allumé avec le nom de Garrett, je l'ai laissé sonner 4 fois avant d'appuyer sur le bouton vert et de porter calmement le récepteur à mon oreille. « Audrey, où diable êtes-vous » a hurlé Garrett dans le microphone sans attendre que je parle. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas présenté d'excuses. Sa voix était aiguë, frénétique et remplie d'une panique sauvage et incontrôlée. Toute l'usine est en panne. La ligne 4 s'est bloquée et le système principal a mis chaque ligne en mode d'urgence. Jason a un léger problème technique avec votre ancienne routine de pont. Vous devez revenir ici tout de suite et corriger cette erreur de code. J'ai écouté ces cris haletants avec une sérénité émotionnelle absolue. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon thé, j'ai reposé la tasse en porcelaine sur sa soucoupe et j'ai parlé dans le téléphone d'une voix basse et parfaitement stable. « Bonjour, Garrett » ai-je dit doucement. « Je crains que vous n'ayez composé le mauvais numéro. Comme vous l'avez clairement annoncé devant toute l'équipe de l'après-midi il y a 4 heures, mon expertise est une relique obsolète du passé. Mon salaire a été déclaré comme un fardeau financier inutile, et mon badge de sécurité a été cassé en 2. Je ne suis plus une employée d'Aéroprecision Dynamics. » Garrett a laissé échapper un hoquet de colère et de frustration au bout du fil. « Audrey, ne jouez pas à des jeux d'enfants avec moi. C'est une crise opérationnelle massive. Des millions de dollars sont en jeu en ce moment. Si nous manquons notre fenêtre de livraison avec notre principal client automobile, toute cette entreprise subit un coût financier dévastateur. C'est vous qui avez construit cette routine de pont. Donc, vous êtes légalement et moralement responsable de vous assurer que cette machinerie fonctionne. » J'ai souri faiblement dans l'atmosphère calme du restaurant. « Garrett, je vous suggère de prendre une profonde inspiration et de lire la lettre de licenciement officielle que vous avez signée et me l'avez remise il y a 4 heures. La clause 4 stipule clairement que mon emploi a été résilié avec effet immédiat, me libérant de toutes les tâches opérationnelles, de l'accès au système et des responsabilités professionnelles. Je suis actuellement une citoyenne privée profitant d'un après-midi tranquille. » Il y a eu un long silence suffocant à l'autre bout de la ligne. Le ton agressif et autoritaire de Garrett s'est complètement brisé. Il savait que j'avais raison. La lettre de licenciement même qu'il s'était empressé d'émettre pour montrer aux dirigeants de l'entreprise à quelle vitesse il pouvait réduire les coûts opérationnels était maintenant le document juridique exact qui me protégeait de ses exigences. « Audrey, s'il vous plaît » balbutia Garrett, sa voix baissant d'une octave alors que son arrogance se dissolvait en une supplication pathétique. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Revenez juste pour 30 minutes. Dites simplement à Jason quelle commande manuelle taper pour effacer le contournement du système. Demandez ce que vous voulez pour votre temps. Je vous paierai en espèces de ma poche. Si cette usine reste à l'arrêt 1 heure de plus, la direction va détruire ma carrière.
Je comprends que vous êtes dans une situation difficile, Gareth, ai-je répondu sans heurts, en gardant mon ton ferme et inébranlable, mais je n'expliquerai pas un code hérité complexe par téléphone. Et je ne remettrai certainement pas les pieds sur cette propriété en tant qu'ancien employé déshonoré. Si Aéroprecision Dynamics requiert mes services spécialisés, vos supérieurs hiérarchiques devront me contacter directement pour négocier les termes formels. Avant qu'ils ne puissent argumenter ou plaider davantage, j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel, j'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai calmement fait signe à la serveuse pour mon addition. À 16 heures, l'usine de fabrication était complètement à l'arrêt depuis près de 2 heures. Les pertes financières totales dues à l'arrêt de la production, au salaire de la main-d'œuvre inactive et aux pénalités contractuelles avaient officiellement dépassé 600 000 $. Le plancher de l'assemblage restait silencieux et la direction au siège de l'entreprise à Chicago était dans un chaos absolu. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait un numéro de haut niveau de l'entreprise que j'ai reconnu instantanément. Marcus Vance, le vice-président de la fabrication régionale. Marcus était un cadre dur et direct qui avait gravi les échelons du côté opérationnel de l'entreprise pendant 25 ans. Il ne se souciait pas du jargon d'entreprise ou des modes de gestion à la mode. Il se souciait strictement des objectifs de production, de la conformité à la sécurité et de l'exécution des contrats. Audrey, a dit Marcus, sa voix profonde, rauque et mortellement sérieuse. Je vous appelle directement de notre bureau d'entreprise à Chicago. Je viens de terminer une conférence téléphonique d'urgence avec notre conseil d'administration et notre conseiller juridique principal. Que se passe-t-il donc à l'usine ? J'ai maintenu mon ton calme et professionnel. Bonjour, Marcus. Je suppose que Gareth ne vous a pas fourni un résumé exact des événements d'aujourd'hui. Gareth a signalé qu'un pépin logiciel hérité inattendu a fait planter le système de contrôle et d'acquisition de données, a grogné Marcus au téléphone. Il a prétendu que vous aviez quitté votre poste ce matin sans laisser de documentation système appropriée. J'ai pris une inspiration silencieuse et j'ai exposé les faits avec une précision absolue. J'ai expliqué que Gareth avait publiquement mis fin à mon emploi à 11 heures ce matin-là pour gonfler les indicateurs de son budget départemental. J'ai expliqué comment il avait engagé un jeune diplômé sans aucune expérience en machinerie industrielle, ignoré 18 ans de protocole de sécurité établi et rejeté mes avertissements spécifiques concernant la synchronisation manuelle requise pour la ligne 4. J'ai dit à Marcus comment Gareth avait ordonné à l'équipe de pousser l'usine en production à grande vitesse plus tôt, déclenchant une surpression thermique massive qui a cassé un arbre de transmission principal et a bloqué toute l'installation. Pendant que je parlais, je pouvais entendre Marcus respirer lourdement au bout du fil. Le vice-président a réalisé en un instant que son nouveau directeur des opérations avait commis une négligence catastrophique, cachant des risques opérationnels massifs juste pour que sa performance financière à court terme paraisse bonne sur le papier. Audrey, a dit Marcus, sa voix passant de la colère à l'urgence pure. Nous faisons face à des pénalités massives pour rupture de contrat avec notre principal acheteur automobile dans moins de 90 minutes. Si ces camions de livraison ne quittent pas le quai de chargement, nous perdons un compte de 50 millions de $. J'ai besoin que vous retourniez immédiatement dans cette salle de contrôle. Dites-moi ce qu'il faut. J'avais déjà décidé de mes conditions exactes bien avant qu'il n'appelle. Je n'allais pas laisser l'entreprise me traiter comme un pansement d'urgence tout en étouffant le comportement de Gareth. Mes conditions sont totalement non négociables, Marcus, ai-je déclaré clairement. Premièrement, je reviendrai strictement en tant que consultante indépendante en automatisation d'urgence, pas en tant qu'employé. Mon tarif de consultation est de 500 $ par heure avec une provision minimale garantie de 20 heures payées d'avance, peu importe la rapidité avec laquelle je corrige l'erreur. Marcus n'a pas hésité une seule seconde. Fait. Quoi d'autre ? Deuxièmement, ai-je continué, je veux que ma prime de départ complète pour 18 ans de service soit versée intégralement et immédiatement, comme indiqué dans mon contrat de travail original. Troisièmement, Gareth doit me lire des excuses écrites formelles devant toute l'équipe de car à l'intérieur du centre de commandement central. Et enfin, l'entreprise doit lancer immédiatement un audit interne formel sur les pratiques de gestion et les violations de sécurité de Gareth. Il y a eu une brève pause pendant que Marcus traitait le poids de mes demandes. Accepter mes conditions signifiait que l'entreprise admettait publiquement l'échec massif de Gareth. Mais face à des dizaines de millions de dollars de contrats perdus, Marcus n'avait pas le choix. Vérifiez votre email dans 10 minutes, Audrey, a dit fermement Marcus. Vous y trouverez un contrat de consultation signé et une lettre d'autorisation officielle de l'entreprise en pièces jointes.
S'il vous plaît, retournez à l'usine. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec l'accord signé. J'ai imprimé une copie physique dans un centre de bureautique local, suis remonté dans ma voiture et suis retourné vers l'installation où Garrett attendait de faire face à la réalité qu'il avait tant essayé de nier. À 16h30, précisément 4 heures après avoir été escorté hors de la propriété comme une criminelle, je suis revenu à Aero Precision Dynamics. Je marchais la tête haute. Je portais un dossier impeccable contenant mon contrat de consultation fraîchement signé et la lettre d'autorisation officielle de l'entreprise. En descendant la longue allée centrale en béton de l'usine, j'ai regardé les chaînes de montage silencieuses et figées. Les travailleurs de car se tenaient en petits groupes le long du sol en béton, me regardant en silence complet. Personne n'a applaudi à voix haute, mais en passant, plusieurs techniciens de ligne vétérans ont hoché la tête en signe de profond respect. J'ai monté les escaliers en acier jusqu'au centre de commandement central. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de tension. Garrett, Jason Brooks et 2 cadres de l'entreprise envoyés par la direction régionale m'attendaient. Garrett avait l'air complètement brisé. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses mains tremblaient. Et il pouvait à peine me regarder dans les yeux. Avant de toucher une seule console, j'ai sorti la directive de l'entreprise et je l'ai tendue à Garrett. Lisez-la, ai-je dit calmement. À voix haute. Garrett a dégluti difficilement, la gorge sèche. Avec plus de 20 travailleurs de car observant à travers les parois de verre de la salle de contrôle, Garrett a déplié la feuille de papier. D'une voix tendue et craquante, dépourvue de toute son arrogance d'antan, il a lu les excuses formelles rédigées par le service juridique de l'entreprise. Il a publiquement admis que sa décision de me licencier était une grave erreur, que mon expertise technique était essentielle aux opérations de l'usine et que ses affirmations sur ma performance étaient entièrement fausses. La pièce était silencieuse quand il a fini de parler. J'ai repris le papier, je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé dans mon sac à main. Maintenant, ai-je dit, en passant devant Jason pour aller à la console principale du système de contrôle et d'acquisition de données. Réparons cette machinerie. L'écran principal était toujours verrouillé en mode de contournement système bleu profond. Jason avait essayé de forcer 6 réinitialisations automatisées, ce qui avait amené les microcontrôleurs hérités à verrouiller les vannes de sécurité. Je me suis assise sur le fauteuil de l'opérateur principal, j'ai ouvert l'interface de commande du terminal et j'ai entièrement contourné la couche logicielle défectueuse de Jason. J'ai ouvert le menu du système hérité principal. Il m'a fallu moins de 3 minutes pour voir exactement ce qui s'était passé. Le script Python automatisé de Jason avait tenté de forcer le collecteur hydraulique principal à augmenter sa vitesse tout en ignorant complètement la boucle de rétroaction de la pression thermique. Lorsque la pression a grimpé en flèche, son code a essayé de contourner les vannes de sécurité physique au lieu de purger l'excès de fluide. En utilisant ma routine de microcode personnalisé, j'ai tapé une séquence de commandes de contournement héritées que j'avais mémorisées il y a des années. J'ai cyclé manuellement les vannes de retour, purgeant le fluide sous pression piégé à l'intérieur du collecteur de la ligne 4. Ensuite, j'ai lancé la synchronisation manuelle sur les 4 lignes d'assemblage. Un par un, les voyants d'erreur rouge de la console sont passés au jaune, puis à un vert vif et stable. En bas, sur le plancher de l'usine, de lourdes pompes hydrauliques ont commencé à vrombir. Les arbres de transmission géants se sont lentement engagés avec un claquement lourd et rassurant, et le tapis roulant a recommencé à bouger. Moins de 12 minutes après m'être assise au terminal, toute l'installation était entièrement opérationnelle. Une vague silencieuse d'applaudissements a éclaté parmi les travailleurs sur le plancher en dessous. J'ai appelé le vice-président à l'écran principal pendant que la machinerie tournait sans problème en arrière-plan. J'ai affiché l'audit du journal système qui enregistrait chaque commande tapée dans la console ce jour-là. J'ai pointé directement les entrées horodatées de 13h15. Le journal numérique prouvait sans l'ombre d'un doute que Garrett avait explicitement ordonné à Jason de contourner les contrôles de sécurité manuels obligatoires pour gonfler artificiellement les chiffres de production avant la fin du quart. Le vice-président a fixé l'écran, son visage s'assombrissant de colère froide. La preuve numérique était complètement irréfutable. Garrett n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait délibérément compromis les protocoles de sécurité et détruit du matériel valant des centaines de milliers de dollars par pure vanité personnelle. Je me suis déconnecté du terminal, j'ai ramassé mon dossier et j'ai regardé Garrett une dernière fois. L'usine tourne, ai-je dit tranquillement. Mon travail ici est terminé. Les conséquences de cet après-midi catastrophique ont été rapides, sans compromis et complètes.
suite à une enquête interne approfondie menée par les ressources humaines de l'entreprise et le conseiller juridique principal, Garrett a été renvoyé sans préavis d'Aero Precision Dynamics le lendemain matin. Il n'y a pas eu d'indemnité de départ, pas de lettre de recommandation élogieuse et pas de transition d'entreprise discrète. Il a été licencié pour négligence grave, violation délibérée des protocoles de sécurité et pour avoir exposé l'entreprise à des millions de dollars de responsabilités financières potentielles. Sa carrière de cadre fulgurante s'est terminée en disgrâce totale, ruinée par l'arrogance même qu'il avait utilisée pour rejeter 18 ans de connaissances institutionnelles. Jason Brooks n'a pas été licencié, mais son bref mandat en tant qu'ingénieur en automatisation principale a pris fin brusquement. La direction de l'entreprise l'a réaffecté à un rôle de documentation de niveau débutant dans un bureau tranquille au sous-sol. Il passait ses journées à rédiger des journaux de contrôle manuel de base sous la supervision directe de techniciens de ligne vétérans, apprenant à la dure que le code théorique est complètement inutile si l'on ne respecte pas la machinerie physique qu'il contrôle. 2 jours plus tard, le vice-président m'a convoqué au siège de l'entreprise pour une réunion exécutive privée. Il m'a formellement offert de reprendre mon ancien poste de spécialiste principal des systèmes industriels, avec une augmentation de salaire substantielle, un bureau d'angle spacieux et une voie rapide promise vers la gestion exécutive de l'usine. J'ai poliment décliné son offre. 18 ans de service m'avaient appris une leçon précieuse. J'ai réalisé que tant que je resterais une employée régulière à temps plein, la direction de l'entreprise considérerait toujours mon efficacité discrète comme un filet de sécurité bon marché. Il tiendrait toujours mon travail acharné pour acquis jusqu'à ce qu'un autre manager arrogant essaie de réduire les coûts du département à mes dépens. Au lieu de cela, j'ai pris ma prime de départ complète, je l'ai combinée avec mes honoraires de consultation d'urgence et j'ai officiellement créé ma propre entreprise de consultation indépendante en automatisation industrielle. Aero Precision Dynamics est devenu mon tout premier client sous contrat de service. Pour maintenir leurs systèmes hybrides de contrôle et d'acquisition de données en bon état de marche, l'entreprise a accepté de verser à ma nouvelle firme une provision mensuelle qui s'élevait à plus de 3 fois mon ancien salaire annuel. Dans le cadre de notre nouveau contrat, je travaillais strictement selon mes propres termes, fixant mon propre horaire et travaillant à distance, sauf si un problème opérationnel majeur nécessitait ma présence physique sur le site. Aujourd'hui, quand je repense à cet après-midi, je ne ressens aucune amertume ni colère persistante. Je ne ressens qu'un profond et tranquille sentiment de satisfaction. Dans le monde de l'entreprise moderne, les gens comme Garrett essaieront souvent de troquer la compétence réelle contre des présentations astucieuses, des mots à la mode bon marché et des promesses tape à accent grave-l'œil. Ils essaieront de faire en sorte que les professionnels qui travaillent dur se sentent invisibles et dépassés. Mais la logique des machines et la réalité physique ne se soucient pas du jargon d'entreprise. Elles ne se soucient pas des titres, des costumes sur mesure ou des égos des cadres. Quand vous développez une compétence réelle et que vous connaissez votre vraie valeur, vous n'avez jamais besoin de crier pour prouver votre valeur. Vous vous contentez de prendre du recul, de laisser votre travail parler de lui-même et de permettre à la réalité de s'occuper du reste.